En 1908, l'idée qu'une femme pilotant un avion était considérée comme surprenant. C'était seulement quelques années après le décollage des frères Wright pour leur premier vol motorisé à Kitty Works. Il n'y avait encore ni aéroport, ni d'école de pilotage. Les avions étaient fabriqués à la main. Ils étaient en bois et fil de fer, puis recouverts de tissu. Pour voler, il fallait apprendre par soi-même. Et si l'on réussissait à décoller, il y avait de fortes chances de s'écraser à l'atterrissage. Les accidents des aviateurs pionniers étaient souvent mortels. Il n'y avait que très peu de pilotes dans le monde, et c'étaient des hommes. Toutefois, des femmes sortirent du lot. Voici l'histoire de l'une d'elles. Bonjour, je m'appelle Hélène Dutrieux. Je suis née le 10 juillet 1877, rue Saint-Éleuthère, à Tournai en Belgique, au domicile de mes parents Florent Désiré Dutrieux et Marie-Clotilde Van Tighem. Hélène a un frère, Eugène, de 5 ans son aîné. Tôt dans sa jeunesse, elle quitte l'école afin de subvenir à ses besoins. À 14 ans, elle choisit d'exercer ses dons sportifs dans le cyclisme de compétition. Son frère est déjà un coureur cycliste populaire dans la région. Il dirigera plus tard le cirque Excelsior Dutrieux. Hélène va s'inspirer de son exemple. En 1895, elle prend part aux premières courses réservées aux dames sur le vélodrome de Tournai et remporte le record de l'heure. C'est en France qu'elle réalise toute sa carrière, menue de petite taille et cependant très dynamique. Elle décide en 1895 de se lancer dans le sport cycliste. Entraînée par son frère Eugène, qui est aussi directeur sportif de l'écurie Excelsior, elle devient rapidement une cycliste professionnelle. Elle s'inscrit au championnat de vitesse sur piste organisé à Ostende en 1897 et remporte la prestigieuse épreuve et bien d'autres les années qui suivent. Le roi Léopold II de Belgique récompense les succès répétés de cette talentueuse sportive et lui décerne en 1898 la croix de Saint-André. Elle sera sponsorisée par Simpson, fabricant britannique de chaînes à levier spéciales pour vélo. Devenue professionnelle, elle s'adonne ensuite à deux disciplines dangereuses. La motocyclette de 1899 à 1903, puis l'automobile de 1904 à 1907. Entre deux manifestations sportives officielles, elle fait aussi des apparitions au music-hall comme femme écureuil en tournant avec une motocyclette dans une cage grillagée. Les sportifs et les journalistes l'affectionnent, la surnomment la flèche humaine. Nous sommes en 1903. Elle a 26 ans. La société Clément Bayard de Levallois près de Paris, constructeur de cycles et d'automobiles, est son fournisseur et commanditaire. Il l'a parrainée pour participer à des courses pour leur marque. Il se vanterait que si une femme pouvait conduire une voiture Clément Bayard, alors n'importe qui le pourrait. Un sexisme évident qui s'avère une assez bonne ligne de marketing pour l'époque. Durant l'été 1908, assistant aux envolées de Wilbur Wright au Mans, Hélène Dutrieux décide de devenir aviatrice. Clément Bayard, son fils Maurice, était également passionné d'aviation. Il lui offre alors la possibilité de piloter car il s'était associé à l'aviateur brésilien Alberto Santos Dumont pour fabriquer le premier avion produit en série dans le monde sous la marque Clément Bayard, celui qu'on appelait
Demoiselle numéro 19. C'était un avion prometteur. Le pilote était assis, suspendu sous l'aile haute. C'était très facile et très stable à contrôler. Mais son principal inconvénient était qu'il manquait de puissance. Son moteur, à 2 cylindres, ne produisait qu'un peu plus de 20 chevaux. C'est à peine assez pour que Santos Dumont lui-même s'envole vu qu'il était très petit et très maigre. Avec le succès qu'ils ont eu avec la vente des voitures en mettant une femme au volant, la société Clément Bayard pensait que la meilleure façon de promouvoir la demoiselle était de dire que si une femme pouvait voler, n'importe qui le pouvait. Comme les femmes pesaient moins que les hommes, et le nom demoiselle signifie une jeune femme célibataire, Hélène Dutrieux était alors parfaite pour le poste. Elle ne mesurait qu'1,50 m et pesait 50 kg. Hélène Dutrieux accepte la proposition de Clément Bayard. Les voitures de course et les motos l'avaient gardée sous les projecteurs. Alors pourquoi pas l'avion ? Les risques étaient nombreux, Clément Bayard pensait qu'elle serait probablement tuée, recrute une deuxième femme pilote, mademoiselle Aboukaïd Drincourt. Les 2 femmes furent ensuite envoyées chez Santos Dumont pour leur apprendre à piloter. Avant le vol, Bayard a pris des photos de chacune dans l'avion. Sur le terrain, une fois l'hélice tournée à la main, tout a démarré. Les hommes ont maintenu l'avion en place, attendant qu'Hélène donne le signal. Courageusement, elle fait un signe, et quand ils ont lâché prise, elle est partie. Elle a d'abord rebondi lentement, puis la demoiselle a pris plus de vitesse. Elle a simplement fait reculer du pilonnier et a tenu bon, espérant que l'avion décollerait. Elle a volé et elle a pu atterrir. Puis ce fut le tour de mademoiselle Aboukaïd Drincourt, qui a également réussi ce premier vol. Clément Bayard, ne voulant pas risquer un accident, a préféré que les 2 femmes ne volent que périodiquement. Fin 1909, les ventes de la demoiselle n'étaient pas au rendez-vous. Les acheteurs trouvaient qu'il était trop peu puissant et trop cher. Mais le nom d'Hélène Dutrieux était partout dans la presse avec un nouveau surnom, la Dame Épervier. Mais pour la presse, rien ne se vend mieux qu'un bon scandale. Les médias publièrent alors qu'Hélène Dutrieux volait sans corset, et de pointer que même si une femme pouvait voler, elle ne pouvait s'abandonner à l'impudeur. Ce scandale n'a fait que renforcer la popularité d'Hélène, surtout auprès des jeunes hommes, qui la submergèrent de courriers et de demandes en mariage. Elle leur répondait qu'elle ne succomberait qu'à l'homme qui pourrait l'attraper en l'air. Elle pensait que ce scandale serait vite oublié, mais quelques semaines plus tard, le gouvernement s'est mis de la partie pour décider s'il l'autorisait à continuer à voler, même si elle porterait un corset. La suite des débats fut coupée court suite à de nouvelles qu'elle aurait eu un accident grave. En Angleterre, la revue Royal Aero Club, dans son article en vol, écrivait « Le 21 janvier, à Issy-les-Moulineaux, mademoiselle Dutrieux, dans sa machine Santos Dumont, eut une passionnante expérience qui, fort heureusement, s'est bien terminée sans se blesser. Le terrain était lourd et boueux. La machine avait du mal à décoller. Mademoiselle Dutrieux a forcé sur les manettes et la machine a fait une embardée, a décollé sur une dizaine de mètres pour s'abattre brusquement et plonger dans le sol devant des spectateurs terrifiés. Mademoiselle Dutrieux s'est détachée de son siège et sortit miraculeusement indemne. À cela, le gouvernement a jugé qu'elle subira son destin et que si elle continuait à voler, elle ne survivrait pas l'année en cours. Hélène apprend alors véritablement à voler avec Roger Sommer chez Henri Farman, 2 champions de bicyclette comme elle. C'est en tant que pilote professionnel qu'elle dispute des meetings aériens de 1910. Les dirigeants européens découvrent l'aéroplane. Henri Farman est le premier à voler à Gand, en Belgique. En décembre 1909, l'Aéroclub de France publie la liste des 17 premiers brevets
de pilotes décernés aux valeureux qui ont fait preuve d'adresse au meeting de Reims, suivant en cela l'exemple de l'Automobile Club de France. Désormais, pour apparaître dans un meeting aérien et ouvrir des écoles de l'air, il faut posséder le brevet de l'aéroclub. Cette décision provoque alors la ruée sur les écoles d'aviation. Après celle d'ici les Moulineaux, Blériot crée une école de pilotage à Mourmelon dans la Marne et à Eudon près de Londres. Suivant l'exemple de Blériot, Henri Ferman ouvre à Mourmelon et un peu plus tard une école de l'air à Toussus-le-Noble dans les Yvelines pour former ses clients. Hélène Dutrieux s'inscrit en septembre 1909 à l'école Farman de Mourmelon et effectue ses vols sur biplan Farman Gnome. Elle aurait dû être la première femme brevetée au monde. Mais pour des raisons administratives, comme elle est belge, l'octroi d'une licence française lui est refusé. Le 9 avril, elle bat le record du monde féminin de distance avec un vol de 45 km en 40 minutes entre Belet aux Pays-Bas et Bruges en Belgique. En 1910, la Belgique organise ses premiers meetings aériens. Louis Séguin vend un moteur Omega 50 chevaux neuf à Hélène Dutrieux pour remplacer le moteur Vilnus sur son biplan Farman. Et Roger Sommer lui confie son premier biplan qui reçoit le Gnome 50 chevaux. Sur cette machine, le patron enlève 3 personnes, record du monde, dont Dutrieux. En mai, Hélène participe au meeting d'Odessa en Russie sur le Sommer Gnome. Au cours d'un passage à basse altitude, elle accroche la cheminée d'une petite maison et se retrouve au sol, son appareil est détruit. Sommer, qui apprit qu'elle vole sans brevet, casse le contrat. En juillet 1910, Dutrieux fait une apparition remarquée à Reims. Dick Farman et Louis Séguin l'ont convaincu de repasser son brevet de pilote auprès de l'Aéroclub de France. 3 femmes s'affrontent à Reims dans la Coupe des Dames. Marie Marvin, sur un monoplan de course Antoinette, la baronne Raymonde de la Roche, sur Voisin, Hélène Dutrieux sur son Farman Gnome, qu'assiste Albert Niel. Raymonde de la Roche s'élance avec fougue, mais elle fait une chute terrible, un très grave accident. Hélène, elle, vole prudemment et cette prudence est récompensée par la délivrance de son brevet de pilote d'aéroplane par l'Aéroclub de France après le meeting. Durant l'été 1910, Hélène Dutrieux et son Farman Gnome brillent dans les meetings aériens. Elle est souvent l'unique femme au milieu d'hommes. Lors de sa prestation au meeting de Kjeitwit à Alcet et Blankengersch en Belgique, elle emmène avec elle son mécanicien BO, ce qui est une première mondiale, et son vol non-stop au-dessus de la campagne de Ostend à Bruges en septembre. Une autre première mondiale lui valent de recevoir le 25 novembre 1910 le brevet belge numéro 27 de pilote d'aéroplane, le premier attribué à une femme. En octobre, elle part aux États-Unis avec une délégation française représenter Farman et Gnome dans les démonstrations aériennes. Hélène Dutrieux sur Farman Gnome et l'américaine Bessica Redge sur biplan à moteur Ford sont les vedettes féminines du meeting disputé à Belmont Park près de New York en octobre. Deux mois plus tard, le 5 décembre, Hélène gagne la Coupe Femina. Créée en 1910 par Pierre Lafitte, directeur du journal Femina, réservé aux femmes, cette coupe internationale d'aviation récompense le plus long vol de circuit fermé. Le magazine parisien Femina annonçait le prix de 2000 francs, soit l'équivalent des 100 000 € d'aujourd'hui, pour la femme qui réaliserait le plus long vol de l'année. Hélène Dutrieux remporte cette compétition haut la main. À son atterrissage, elle pouvait difficilement se tenir debout. Hélène remporte beaucoup d'autres prix et elle est invitée pour l'année 1911 à des meetings aériens en Italie, aux Pays-Bas, en Angleterre et aux États-Unis. Le président de la République, Armand Fallières, en 1910, assiste à la plupart de ces grands meetings aériens.
Considérée en 1911 comme pilote professionnelle chez Farman, Hélène Dutrieux participe en Europe à de nombreux vols de démonstration dans le but de promouvoir les aéroplanes du constructeur et l'aviation en général. Ayant apporté des commanditaires, elle dispose d'un budget personnel et bénéficie maintenant chez Farman d'une logistique, d'une automobile et de 2 mécaniciens avec une réserve, plusieurs biplans et plusieurs moteurs. En mai, se dispute à Florence, en Italie, la Coupe du Roi. 14 concurrents sont inscrits. Elle remporte l'épreuve d'endurance, battant Védrine et Tubeto, 2 spécialistes de cette discipline qui demandent patience et nerfs d'acier. Ensuite, elle participe à des démonstrations aux Pays-Bas, mettant en point une figure acrobatique d'un type nouveau. Après avoir pris de l'altitude en effectuant des cercles autour du terrain, elle met sa machine en descente à la verticale avant d'effectuer une ressource et de mettre l'appareil en chandelle. Habituée à progresser tête en bas, elle aurait certainement osé une boucle si Henry Farman en personne le lui avait formellement interdit, la machine ne supportant pas cette figure. Le ministre de la Marine décide de doter sa flotte de ses installations au sol d'aéroplanes, indépendamment de l'armée. Des concours sont organisés en 1913, mais n'ayant statué ni sur le type à flotteur ou à coque, ni sur la marque, vu que les missions n'ayant pas été définies, les courses de l'année à ce titre offrent un grand intérêt pour les industriels. La saison sportive commence à Monaco en avril par un grand prix d'aviation qui double les courses de bateaux et une nouvelle épreuve, une coupe d'aviation maritime internationale dotée de 50 000 francs de prix, organisée par Jacques Schneider, récompensant les machines les plus fiables. À cela, lors du concours des avions marins disputé à Deauville en août, le ministère de la Marine offre aussi un prix de 50 000 francs qui annonce une commande de machines aux meilleurs constructeurs à condition de se plier aux exigences des marins. Ces derniers veulent une machine à ailes pliables pour stockage à bord des bâtiments et veulent surtout une machine capable de tenir en haute mer. L'Aéroclub de France offre à son tour, lors de la même épreuve, un prix de 50 000 francs aux vainqueurs des courses. Henry et Maurice Farman, chacun sous leur marque, présentent des machines adaptées. Les uns à moteur Gnome, les autres à moteur Renault, dans une course en mer qui compte 22 participants. Eugène Regnault et Louis Gobert pilotent les 2 biplans Maurice Farman, tandis que Jules Fischer et Maurice Chevillard pilotent les 2 biplans Henry Farman. Le 12 avril, jour de la course, la météo est très mauvaise. 16 participants doivent abandonner. La première coupe Schneider de l'histoire est remportée par Maurice Prévost sur 2 paires du sein, les Farman déclarant forfait. À Deauville, Hélène Dutrieux est sollicitée par Henry Farman pour entourer les personnalités officielles et leur proposer des démonstrations en marge des compétitions qui, aux mains de Renault et Gobert, les 2 Maurice Farman, remportent toutes les épreuves. Henry Farman prend sa revanche sur son frère à Com lors du Grand Prix des Lacs italien en octobre. Léon Morane a été le plus rapide, mais Hélène Dutrieux s'est montrée si persuasive que le gouvernement italien a commandé des hydravions Henry Farman. En 1913, elle est la première aviatrice à recevoir la Légion d'honneur. L'année suivante, elle réitère son exploit, puis décide de se retirer de la compétition. La Première Guerre mondiale éclate et les aviateurs civils ont rejoint les militaires. Elle se porta volontaire mais ne sera pas enrôlée sous prétexte que les femmes ne peuvent pas servir. Mais on lui demanda si elle pouvait voler et patrouiller au-dessus de Paris pour observer l'arrivée d'avions allemands approchant la capitale. Elle décollait vers l'est, seule et sans armes. Par 3 fois, elle détecta l'approche des avions allemands. Par 3 fois, ils essayèrent de l'abattre sans succès. Elle leur échappait, puis allait avertir les avions français pour les intercepter. Elle disait très humblement : « Il n'y avait aucun danger. Me dirigeant vers l'est, je voyais dans les rues les gens me pointer de leurs doigts. Il me semblait que toute seule en haut, une femme défendait leur cité. Depuis le premier jour de la guerre, j'ai volé tous les jours, parfois très tôt le matin.
parfois au crépuscule et tard dans la nuit. J'ai souvent la chance de détecter l'arrivée des taupes sur Paris. Et je ne leur ai jamais donné l'opportunité de m'approcher de trop près pour m'abattre. Pour les femmes n'étant plus autorisées à voler, elles s'engagent comme ambulancières pour la Croix-Rouge française et dirigent l'hôpital du Val-de-Grâce. En 1922, elle épouse Pierre Mortier, il est maire de Colomiers de 1925 à 1941, conseiller général et député de Seine-et-Marne de 1932 à 1936. Il a été président de la Société des gens des lettres jusqu'en 1936. Révoqué de son poste de maire par le gouvernement de Vichy, il quitte la France pour les États-Unis où il remplit des missions pour la France libre. Hélène Dutrieux administre les publications qu'il édite. Incontestable grande pionnière de l'aviation naissante, elle s'est éteinte le 26 juin 1961 à l'âge de 84 ans. Elle habitait 7 rue Chalgrin dans le 16e arrondissement de Paris. Sans que nous en connaissions l'origine, voici un bref texte attribué à Hélène Dutrieux. Il aurait été écrit en été 1958 lors de la mort de Henri Farman, pilote et pionnier de la construction aéronautique en France, qui avait fait confiance à la jeune Belge en lui confiant le pilotage de ses avions. Ces quelques phrases de notre première aviatrice sont comme un coup de projecteur bienvenu sur des détails personnels de la fructueuse collaboration avec le grand précurseur. J'étais sa plus vieille camarade. Il était toute mon adolescence, toute ma jeunesse. J'avais 15 ans que je le connaissais déjà. Les 3 Farman s'entraînaient en tandem et quand j'arrivais sur la piste, gamine, ma natte sur le dos, Henri, toujours aussi gentil, me criait « Allons, Dutrieux, vous allez venir, on vous emmène !» Et je suivais, pédalant de toutes mes forces. La vie nous sépara. Je retrouvai Henri Farman en 1902. Il habitait alors du côté de Montmartre, un grenier qu'il avait aménagé délicieusement en atelier d'artiste. Je lui fis connaître le directeur de Gil Blas, Henri Mortier. Ils sympathisèrent et devinrent amis. Combien de fois n'avons-nous pas grimpé son petit escalier pour passer la soirée et parler peinture? À Issy, l'aviation naissait déjà. Henri Farman en était un pionnier passionné. Il travaillait avec acharnement sur l'avion qu'il avait conçu, progressait chaque jour, alors que moi, sur la pauvre demoiselle, je tombais chaque matin. Après son glorieux vol, auquel nous assistâmes plein d'enthousiasme, j'abandonnai la demoiselle pour Mouzon et Sommaire. Je ne m'accordais pas avec Sommaire et de suite, après mon malheureux vol d'Odessa, je m'empressais de rentrer à Paris. Dans l'intervalle, Henri Farman était devenu constructeur. Je lui demandai un avion auquel je resterais fidèlement attaché. Pendant longtemps, nous ne nous sommes pas quittés. Mourmelon, Étampes, la coupe Michelin, laquelle s'en trouvait, pour moi, la coupe Femina. Entre chaque étape pendant mes nombreux voyages, j'étais heureuse de lui demander ses conseils. Pour moi, pour mon poids plume, il construisit même un merveilleux petit appareil qui me permit de gagner la Coupe du Roi à Florence et de trouver la gloire aux États-Unis. Puis voilà 14-18. Je me marierai et obliquais sur un tout autre chemin. Je devais revoir Henri Farman après de longues années. Avec quelle joie n'avons-nous pas remué nos vieux souvenirs? Aujourd'hui, je viens de le revoir pour la dernière fois. Calme, serein, dans son dernier sommeil. Il m'a semblé l'entendre murmurer « Allons, Dutrieux, venez, allez, on vous emmène !» Voilà donc la vie fascinante, pleine d'aventures, de hauts faits et de succès qu'a vécu Hélène Dutrieux. Son courage, sa ténacité, sa sportivité dans les épreuves, l'excellence de ses dons d'aviatrice et son sens inné de l'humour ont été appréciés de tous.
et de par le monde qu'elle a sillonné aux commandes de ses chers Farman. Elle fut gentiment surnommée la flèche humaine par les journalistes étonnés par ses succès dans les épreuves de vitesse à vélo. Ses amis l'appelaient Quart de Vichy, évoquant ainsi sa taille menue. Elle fut aussi connue comme femme épervier pour les manœuvres aériennes audacieuses qu'elle introduisait dans ses présentations. Hélène Dutrieux eut à l'automne de sa vie la satisfaction de voir s'exprimer largement la continuité de la reconnaissance officielle et publique de ses exploits de jeune femme. Elle reçut en 1953 la médaille de l'aéronautique française. Le gouvernement français, en 1955, l'éleva au titre de chevalier de la dignité, d'officier de la Légion d'honneur. Dans les ordres nationaux, le gouvernement belge lui décerna en 1958 le titre d'officier de l'ordre de Léopold. Après son décès, le souvenir de son œuvre pionnière ne s'est pas évanoui. Elle fut à titre posthume faite membre d'honneur de la Société royale Les Vieilles Tiges de l'aviation belge. Lors d'une de ces réunions de 2005, le conseil communal de Tournai a décidé de baptiser avenue Hélène Dutrieux une artère de sa commune natale. À travers ce qui fut abondamment écrit et dit à son sujet, Hélène Dutrieux se range plutôt au rayon des audacieuses, des intrépides, des fonceuses, des cascadeuses terrestres et aériennes. Et pourtant, sur les photos que nous avons d'elle, le plus souvent aux commandes d'un avion, elle montre une agréable décontraction et elle affiche souvent le joli sourire d'une femme bien dans sa peau. Une Wonder Lady, disait la presse anglo-saxonne.